moi je suis un peu agacé, je dois le dire franchement, quand j'entends parler de simplisme, de populisme. Ça c'est la tarte à la crème dans Le Monde, dans Libération, plutôt que de décrire ce qui se passe dans ce pays, de donner la parole aux gens, on colle une étiquette populiste et avec ça il ne faut plus réfléchir. Mais ça veut dire quoi? Vous savez, quand vous arrivez, comme on vient de le dire, quand vous arrivez à Caracas, l'aéroport est au bord de la mer, vous montez vers la capitale et vous voyez, c'est très escarpé, vous voyez des bidonvilles. Quand vous allez voir dans ces bidonvilles, c'est quelques blocs de briques, il y a une tôle ondulée, il n'y a pas de fenêtre, c'est le sol par terre, pour les égouts il faut aller très loin. Et effectivement, Chavez trouve 80% de gens sous le seuil de pauvreté quand il arrive au pouvoir. Et ce qui est, quand vous êtes dans ce pays, vous vous dites, mais ça fait quand même 80 ans qu'il y a une richesse pétrolière, que le Venezuela est un des plus gros producteurs et exportateurs de pétrole. Où est passé cet argent? Alors quand vous allez dans les quartiers riches, vous voyez des villas qui ressemblent à des châteaux, des Ferrari, des Lamborghini, des voitures que vous n'avez jamais vues, des Miradors, des caméras, des milices, etc. Et ça n'est qu'une petite partie, ces gens vivent à New York, à Miami, dans des îles que c'est. Et vous voyez un contraste incroyable et vous comprenez où est parti l'argent et surtout qu'il est parti dans la poche des multinationales. Exxon, 39 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier, excusez du peu, Total, Repsol, tout ça. Des fortunes scandaleuses sont créées en plongeant les gens dans la pauvreté. Et maintenant, effectivement, avec Chavez le populiste, il faut dire, on nous dit que c'était la démocratie, mais il faudrait demander aux Vénézuéliens ce qu'ils en pensent, et c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Avant Chavez le populiste, 2 Vénézuéliens sur 3 avaient jamais vu un médecin et ils n'allaient jamais en voir un de leur vie parce que c'était trop cher. Avant Chavez le populiste, il y avait 1,5 million d'analphabètes. Il y avait des gens qui crevaient de faim. Maintenant, l'argent du pétrole est redistribué, il ne part plus dans les caisses, les coffres-forts des multinationales, il est redistribué, il sert à faire des choses, et évidemment c'est complètement hypocrite de venir nous dire oui, mais il y a encore de la pauvreté, il y a encore de l'insécurité, il y a de la pollution, bien sûr. Est-ce que vous pensez que dans un continent, l'Amérique latine, ça fait 5 siècles qu'il est pillé, on a pris l'or, on a pris l'argent, on a pris toutes les matières premières, il y a des fortunes colossales qui se sont créées en Europe. Vous avez... On finit sa phrase dans cette émission. Oui, Balzac disait derrière chaque grande fortune se cache un crime. On peut regarder les fortunes en France, en Europe et les multinationales. Le crime consiste à avoir volé les matières premières dans toute l'Amérique latine, dans l'Afrique aussi, il y a le trait des esclaves, à continuer ça avec le système néocolonial qui fait qu'on ne paye pas les matières premières, on vole tout, et les gens n'ont pas à manger dans une grande majorité du temps. Vous savez, en Amérique latine, il y a 44% de gens sous le seuil de pauvreté. Et on nous fait des promesses que tout ça va changer. Alors, allez dire à ces gens-là, oui, vous êtes sous le seuil de pauvreté, mais il ne faut pas être simpliste, hein. Espérez et attendez. Non. Moi, en tant que quelqu'un de gauche, mais absolument de gauche, en participant pas seulement à la guérilla antimilitaire à l'époque, mais aujourd'hui dans les mouvements de libération en Argentine, en Uruguay, en Bolivie, dans les mouvements alternatifs, n'est-ce pas? Pas en faisant un peu de tourisme, entre deux frites et des moules. Alors, donc, moi je vous dis, vraiment, c'est terrible, terrible que ces mouvements riches de libération aient face à eux quelqu'un qui essaie de faire une OPA, de discipliner et de se présenter comme le chef, et que tout à coup, maintenant, nous devons nous justifier si on est pour ou contre Chavez. Ces leaders-là qui font une OPA et qui nous obligent à penser pour ou contre sont un cancer pour le mouvement de libération. Ce qui ne va pas dans la discussion, premièrement, cette histoire d'OPA, je ne comprends pas quelle OPA. Mais d'autre part, je refuse absolument cette qualification pour ou contre Chavez. Oui, oublions-la si vous voulez, comme ça, ça nous permet d'avancer. S'il vous plaît, on va arrêter avec ça. Je refuse absolument d'être défini. Non, moi je ne l'ai jamais entendu dire ça, mais indépendamment de ça, je refuse absolument d'être catalogué comme quelqu'un qui est pro-Chavez. Maintenant, discutons de ce qu'il fait. Et discutons de ce qu'il fait bien et discutons de ce qu'il fait mal. Parce que je suis effectivement convaincu qu'il y a un certain nombre de choses dans la réforme constitutionnelle que je considère comme des erreurs. Mais si je regarde d'autres réalisations, et je le disais à l'instant, le traité de libre-échange, qui visait à faire quoi? Parce que ce n'est pas une position personnelle quand même, je crois que c'est une position largement partagée, qui visait à faire en sorte que tout l'hémisphère occidental soit de fait une zone de libre-échange sous hégémonie des États-Unis. Même les Européens craignaient cette opération, parce que ça aurait été un changement dans l'équilibre du monde. Il a été un acteur décisif
dans le fait que cette opération a échoué. Il n'était pas tout seul, on pourrait aligner les Boliviens, etc. Mais c'était décisif. Pourquoi finalement, au dernier ressort, au Venezuela vote-t-il Chavez et ailleurs ont-ils voté Morales en Bolivie? Pourquoi ont-ils voté Correa en Équateur? Pourquoi applaudissent-ils des leaders qui, effectivement, souvent en Amérique latine, sont des leaders qui sont, disons, trop personnels dans leurs attitudes et dans leur mode d'exercice du pouvoir? Mais pourquoi? Quelle est la raison? La raison, elle est quand même un échec total de tous les gouvernements qui ont précédé. Et je dis bien tous, sans exception. Tous ont carrément, on va voir ce qui se passe au Brésil après Lula, tous ont échoué dans les réformes sociales, tous, ils n'ont d'abord pas accompli les promesses qu'ils avaient faites quand ils étaient candidats aux élections. En face, on nous explique qu'il ne faut pas être simpliste, et puis on nous fait une démonstration, il y a un Belge qui vient à Paris, une histoire de moules et frites, chacun appréciera. On balance 3 fois en suivant touriste, donc le petit jeu des étiquettes pour discréditer quelqu'un au lieu de discuter objectivement sur ce qui se passe. Ensuite, on nous répète 10 fois comme si on n'avait pas compris que Chavez il fait une OPA sur toutes les gauches en Amérique latine, c'est ridicule. Et qu'il est brutal. Il y a en Amérique latine toutes sortes de mouvements de résistance diverses depuis longtemps. Et Chavez ne prétend pas que tout le monde doit faire comme lui, c'est absurde. Les pays ont des situations différentes, des traditions différentes, des situations stratégiques, des rapports de force différents. Et donc il se passe des choses qui ont évidemment des points communs. Une résistance, une révolte, un espoir. Et ça, c'est, comme on vient de le dire, au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, au Nicaragua, demain au Pérou et dans d'autres pays. Et donc, il y a effectivement une résistance parce que, en fait, la situation de l'Amérique latine, je m'excuse, mais je suis totalement en désaccord avec ce que nous a raconté là, qu'avant, c'était bien, c'était la démocratie. En 89, au Venezuela, le FMI impose des mesures, on liquide tous les budgets sociaux, on double le prix de l'essence au Venezuela, vous vous rendez compte, les gens ne savent plus payer le bus, les choses dans les magasins deviennent impossibles, il y a des révoltes populaires dans la rue à Caracas contre le FMI, contre ces mesures scandaleuses. Le président social-démocrate de l'époque fait tirer sur la foule, il y a 3000 tués, on tire dans les immeubles, des bébés sont abattus dans leurs berceaux, et ça c'est la démocratie. Et un deuxième exemple, c'est en 2002, le coup d'État contre Chavez, justement. Voilà un président qui a été élu avec des scores, comme on vient de dire. Il a gagné successivement 9 élections, reconnues par tous les observateurs internationaux comme impeccables, et on lui fait un coup d'État. Le patron des patrons se met en président, il liquide la Constitution, il liquide tous les ministres, il liquide les maires, les gouverneurs, il suspend toutes les libertés, il ferme les télévisions qui ne lui obéissent pas, et c'est un coup d'État militaire, avec des morts, préparé, comme on peut le voir dans ce livre, donc vous avez fait la préface, dont je parlais tout à l'heure, le livre d'Eva Gollinger. Voilà, qui montre tous les documents de la CIA. Donc en fait, c'est un remake du coup d'État de Pinochet pour massacrer Allende en 1973. Les États-Unis ont refait le coup en Nicaragua, et en fait, il se passe, chaque fois qu'il y a un espoir en Amérique latine, on le brise. Je rappelle